Les renouvellements ou les rajeunissements de la classe politique congolaise, est-ce une république désormais dirigée par les jeunes ou tout simplement l'avènement d'un nouvel homme politique congolais? Messieurs et dames, ravi de vous retrouver dans Enjeu. Bienvenue à tous. Pour en parler, découvrons les précurseurs de ces concepts. Brandon Midagu Gato. Brandon est un entrepreneur politique indépendant, précurseur de la lutte pour le renouvellement de la classe politique congolaise. Détenteur d'un master en business administration de la Haute École de commerce de l'Union européenne, licencié en droit de l'Université de Kinshasa. Brandon Midagu Gato est l'auteur de la lettre ouverte à l'intention de l'ancienne classe politique congolaise, signataire et auteur d'une correspondance particulière adressée au président du Sénat, l'invitant à prendre sa retraite politique. Brandon Midagu, bienvenue. Merci pour l'invitation. Prenez place. Brandon Midagu, la réserve de la République. Pourquoi ces surnoms? C'est un surnom qu'on m'a donné par tous ceux qui nous suivent dans cette lutte. C'est un surnom qui sous-entend plusieurs choses. Nous avons dit que les vieux sont sur le terrain, nous sommes sur le banc de réserve. Tout ça, là, on a un entraînement place moko. Différence, c'est que bon, matara terrain, surtout qu'on a un banc en réserve. Mais l'année 2018 qui s'annonce, cette année électorale, c'est une année où on a un terrain. Parce que dans le terrain, on a trouvé des joueurs news. On a trouvé des joueurs babi pour des joueurs ni na quota pour aller banana coach. On a trouvé des joueurs ni déjà c'est à Kola, déjà c'est à Lembine, mais à Zalarane Rawana. Ceux qui coachent ça bimalérane ou bimate. On a trouvé des news. Non, mais c'est peut-être par expérience. Joueur qui le bakoli, mais l'expérience joue. Justement, on a trouvé des news. On a tout ça là, on a un entraînement. Mais tout ça, on a un entraînement, mais vous êtes raté. Vous êtes raté, on est en terrain, on a réserve. D'où le fondement de ma lutte et de mon combat. C'est de donner une place aux nouvelles générations, une place à la jeunesse, une place aux compétences, quel que soit leur âge, une place à l'expertise dans ce pays. D'où ce petit nom, la réserve de la République. On me dit souvent que ce nom ressemble à la réserve de l'Éternel de Moïse Mbié. Oui. J'aimerais juste dire aux téléspectateurs que c'est normal, nous avons le même Père. C'est le même Père qui nous a baptisés. C'est sûrement des noms prophétiques à chacun de nous. Oui, nous sommes cette réserve qui a décidé de prendre la relève. Vous savez, nous nous sommes entraînés pendant longtemps. Je pense qu'il est temps de monter sur le terrain et de commencer le match pour le bien du Congo, pour le bien de toutes les générations. La lutte que nous menons, c'est pour ça que nous disons que nous sommes une génération d'entrepreneurs politiques, différents des hommes politiques, parce que nous sommes des entrepreneurs, parce que nous avons décidé de venir avec des approches à long terme. Nous disons que les hommes politiques sont des court-termistes à cause de leur vision égoïste et des intérêts à court terme. Ils ont conduit le pays dans ce que nous sommes. Regardez, pour revenir à la vie politique des derniers mois, ils nous ont concocté des dialogues, des accords à court terme qui aujourd'hui nous ramènent dans le même, à la case départ. Les questions n'ont toujours pas eu de réponse. La communauté nationale reste divisée parce que justement il n'y a pas eu de prévision à long terme. Nous disons que nous sommes des entrepreneurs politiques à l'instar de cette classe politique surdiplômée qui n'a su que nous amener des longs français, des longues expertises, là où il faut juste... La classe politique des surdoués. Des surdoués qui, comme conséquence, nous avons des présidents surconseillés. Là où il faut juste une simple solution.
lorsqu'on parle aujourd'hui des problèmes de la ville, là où il faut juste balayer la ville, là où il faut juste payer et assurer les salaires, on nous ramène des études de la Banque mondiale, on nous ramène des notes techniques venant des professeurs d'université, ces grands talents. Si vous voyez le point commun de cette ancienne et vieille classe politique déphasée et médiocre, pour citer Kodjo qui avait raison, pour citer Wade qui avait raison, et hier ici, Monseigneur Monsengo qui avait tout à fait raison, là où je condamne, ce que j'ai à redire sur la démarche de l'archevêque, c'est qu'il n'a pas été sincère. C'est toute la classe politique qui est médiocre. Celle de l'opposition comme celle de la majorité. Non, mais tout à fait, il n'a pas... c'est comme on dit, l'archevêque il n'avait pas précisé. L'archevêque a donné l'impression... Il est temps que les médiocres dégagent. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais l'archevêque a donné l'impression d'avoir choisi son camp. Nous voulons restituer ce qualificatif qui d'ailleurs... Il a choisi son camp, les camps de la patrie. C'est vous qui le dites. Il a choisi des Congolais contre d'autres, alors que nous l'appelons à être au-dessus de la mêlée. Et nous attestons de son constat. La classe politique est médiocre. Abdoulaye Wade l'a dit il y a longtemps, Kodjo l'a dit avant de partir, et nous le pensons tous. Ce qui nous a conduit à dire que le Congo est malade de sa classe politique. Depuis le lendemain des années 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est pratiquement la même classe politique. Vous avez des gens actifs dans la vie politique qui ont participé à la table ronde économique. Nous disons non à cela. Nous avons invité pour cela ces différents acteurs. Je sais que nous allons y arriver. Mais nous voulons dire aussi que ce mépris de la classe politique est d'abord arrivé par le chef de l'État lui-même. Je ne voudrais pas ici... pensez que vous avez oublié que le premier à monter au créneau en contestant, en se consternant face à ses collaborateurs, c'est le président Joseph Kabila. Il n'avait pas 15 bons collaborateurs. Pour l'accompagner, c'est un constat d'échec face à une classe politique qu'il trouve. Il ne s'adressait pas là aux opposants, il s'adressait aux collaborateurs. Le chef de l'État a parlé des collaborateurs, cela sous-entend la majorité présidentielle, ceux qui l'accompagnent dans cela. Cela n'est pas de moi, cela est du chef de l'État. Alors, nous encourageons ce constat et nous venons pour relayer. Après avoir fait tous ces constats, Monsengo, la classe politique est médiocre. Le chef de l'État estime qu'il n'a pas de 15 collaborateurs compétents, conséquents. Ekofo qui entre dans la danse, ce sont les voix les plus audibles. Tous les Congolais sont d'avis que la classe politique congolaise a échoué, qu'elle s'est disqualifiée. La montée de l'Église catholique vient renchérir cette position. Le peuple n'est plus derrière sa classe politique. Elle ne suit plus les appels des marches, elle ne se retrouve plus derrière cette majorité politique. Le peuple a décidé de retrouver l'Église, d'où nous invitons l'Église à jouer son rôle. Et nous félicitons ici l'Église catholique, invitons les églises de réveil qui sont encore silencieuses sur la question. Nous n'invitons pas à une rébellion de la rue, nous n'invitons pas à un soulèvement, nous invitons tous ces acteurs clés de la société. Vous encouragez l'Église catholique, plus précisément les laïcs, dans sa démarche d'organiser les marches maintenant presque chaque dimanche. Hein, je me tiendrai avec tout citoyen désireux d'apporter une solution aux revendications du peuple congolais. Autant Filimbi, autant l'Église catholique, autant certains Congolais de la majorité qui voient les choses différemment. Tous ces Congolais qui sont désireux de pouvoir... jouer leur partition. Je dirais ici que moi je ne partage pas la révolution de la rue ni celle des armes, mais je viens prôner ici la révolution électorale, celle qui consistera à sanctionner l'ancienne classe politique à travers les armes, à travers les urnes, parce que nous disons que le bulletin de vote est une arme fatale qui va pulvériser le jour des élections, le jour de la fête de la révolution électorale, le jour de la fête de l'alternance, pulvériser l'ancienne classe politique. Nous allons dresser à la veille des élections une liste de tous ces politiques que nous ne voulons plus voir. Nous allons demander au peuple de pouvoir les sanctionner. Nous allons demander aux jeunes de voter jeunes. Nous allons demander à ceux qui n'ont jamais voté pour la première fois. Parce que nous adressons ici un message pour cette tranche
des lecteurs, ceux qui arrivent pour la première fois, offrez-nous des nouveaux politiques, des nouveaux noms, des nouveaux visages. Renouvellement de la classe politique ne signifie pas seulement rajeunissement, mais il sous-entend aussi le rajeunissement. Je dis juste que dans... une république dirigée par les jeunes? Non, mais je ne prône pas ici, justement, je tiens à le souligner, je ne prône pas ici une république des jeunes. Si un jeune prend le pouvoir, tant mieux. Cela ne sera pas nouveau dans la République. Je parle d'une république. Mobutu et sa génération avaient pris le pouvoir, ils avaient quel âge? Je parle d'une république qui mettra au centre de ses préoccupations le sort de la jeunesse qui représente la majorité de la population. Donc, autrement dit, c'est un nouvel homme politique congolais. Il est anormal que la République tourne son dos à la jeunesse. Brandon. Nous disons ici que toute patrie qui tourne le dos à la jeunesse n'a pas d'avenir. Brandon, c'est ce concept de rajeunissement dont vous êtes précurseur, entre guillemets, parce que beaucoup se revendiquent aussi la paternité de ces concepts, rajeunissement de la classe politique congolaise. Mais ces rajeunissements, vous ne trouvez pas que, je crois que c'est un faux débat. L'actuel président de la République, il a quel âge? Il avait pris le pouvoir encore plus jeune qu'aujourd'hui. Absolument. Alors si votre combat se limite à ce que les jeunes tiennent les rênes du pouvoir, je crois que vous tapez à côté. Merci d'abord de reconnaître le combat que je mène sur cette question de renouvellement de la classe politique. Quant à ceux qui se revendiquent et qui nous ont rejoints, nous sommes contents. Vous savez, à bon marché, avant qu'il y ait toute l'avenue des tables d'un tabac. Ça a commencé par une table. Oui, comme toujours, il y avait un Congolais qui a mis sa table. Même un marché commence toujours par une table. Et puis voilà, et tous les Congolais, c'est dans notre culture. C'est facile aujourd'hui, après que nous ayons... Bien sûr, c'est facile aujourd'hui, après que nous ayons vulgarisé ce message, que tout le monde s'en approprie. Mais nous disons, nous sommes des avant-gardistes. Un avant-gardiste, il attend la reconnaissance de ses contemporains, il ne connaît pas sa mission. Jésus ne l'a pas vu, Lumumba n'a pas vu ce Congo libre. Il a prêché, Kimbangu ne l'a pas vu. Martin Luther King n'a pas vu Obama. Donc nous ne sommes pas ici dans une optique de chercher la reconnaissance. L'actuel président est jeune. A été prédit. Si ce président a échoué, entre guillemets, c'est cette jeunesse qui a échoué. Il a été prédit par Kimbangu. Est-ce que Kimbangu a vu Joseph Kabila? Il ne l'a pas vu. Pour revenir à cette question, c'est mal aborder la question du renouvellement en la focalisant sur la jeunesse. Je dis que dans le renouvellement de la classe politique, c'est-à-dire renouvellement des acteurs, quel que soit leur âge, des méthodes, des us, des coutumes, donc vous voulez dire des nouveaux visages, mentalités. Non, je vous comprends. Donc c'est-à-dire des nouveaux visages dans l'arène politique congolaise. Des nouveaux visages avec des nouvelles porteurs de nouvelles mentalités, de nouvelles méthodologies, des us nouveaux, une nouvelle façon de voir la politique. Nous avons condamné l'ancienne classe politique à travers notre lettre ouverte. Donc ces nouveaux visages peuvent être vieux. Nous avons dit qu'aujourd'hui, Dixit Kojo, Dixit Wade et j'en passe, la politique congolaise a mauvaise réputation. Elle a mauvaise réputation parce qu'elle s'apparente à de l'escroquerie. Vous savez, vous ne me verrez jamais... mais cette politique, c'est jeunes et vieux confondus. Vous ne me verrez jamais commenter l'actualité politique au quotidien parce que lorsque vous me demandez de commenter une déclaration de Lengankoy, le temps que je la commente, le lendemain, il est dans l'opposition. Lorsque vous me demandez de commenter une déclaration de Bitakwira jadis dans l'opposition, le temps que je me réveille, il est passé dans la majorité. Il est difficile de pouvoir commenter. La politique est dynamique. Mais revenons. La politique est dynamique. La politique est dynamique. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. La politique est dynamique dans sa constance. C'est ici le lieu pour moi d'attirer l'attention de la République sur ces Congolais qui ont été constants dans l'opposition. Sur ces Congolais qui ont été constants dans la majorité. Mes frères de douleur dont on ne voit pas. Il paraît anodin aujourd'hui d'être constant dans la majorité. Non, cela relève aussi d'une pertinence. J'aimerais que les dirigeants de la majorité présidentielle puissent jeter leur regard sur ces Congolais constants qui ont choisi la majorité depuis cela 17 ans et sont toujours là. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il est possible de quitter la majorité. Le G7 nous l'a montré. Donc il faut aussi qu'on puisse tenir compte de ces Congolais-là. Nous disons que le renouvellement de la classe politique est une affaire de la majorité comme de l'opposition. Il peut se faire dans la majorité, il se fera dans l'opposition. À condition que, à l'instar de
du PPRD qui s'est actualisé et que nous soutenons l'acte. Nous invitons le PALU, nous invitons la renaissance du PPRD. Nous invitons le PALU, nous invitons l'UDPS à pouvoir également s'ajourner. Nous disons que les projets de société de ces partis sont cinquantenaires. Ces projets ne répondent plus aux attentes des populations. Il faut une nouvelle offre politique, des nouvelles réponses. Une nouvelle vision. Il faut une nouvelle vision, des nouveaux éléments. Nous disons qu'il est inacceptable que dans un pays où la majorité de la population a moins de 40 ans, que vous nous présentez des secrétaires généraux de 60 ans, 70 ans. Il y a un déphasage avec les réalités. Nous disons que rajeunissement, nous disons que renouvellement. Revenons sur le rajeunissement, oui, que certains confondent avec le renouvellement. Le rajeunissement est une option du renouvellement. Nous renouvelons, mais nous tenons compte de la cartographie de l'électorat qui nous donne des couleurs à majorité jeune. Nous décidons d'impliquer la jeunesse, les moins vieux, dans la décision de l'avenir de ce pays. Nous disons que les jeunes doivent choisir, doivent trouver des réponses à leurs problèmes. Nous disons que nous ne pouvons pas nous substituer à la réalité de la jeunesse. La jeunesse est la seule à savoir ce qu'elle représente. Mais nous disons aussi à cette ancienne classe politique que nous les avons vus distribuer les diplômes, nous les avons vus réduire le financement dans les budgets nationaux de l'éducation nationale. Nous savons qu'il y a une politique qui est mise en œuvre pour discréditer la jeunesse. On nous dit aujourd'hui que la jeunesse n'est pas prête, qu'elle n'a pas la compétence qu'il faut. Nous disons que si un enfant est mal éduqué, c'est parce que son père l'a mal éduqué. Si nous ne sommes pas prêts, c'est parce qu'ils ne nous ont pas préparés. Et cela est une erreur de penser que la jeunesse n'est pas prête. Elle n'est pas prête au regard de l'ancienne classe politique surdiplômée, qui nous a ramené des diplômes des États-Unis, de la Belgique et de la France, et en conséquence qui a échoué. Parce que nous disons qu'on ne développe pas un pays avec ses diplômes, on développe un pays avec son cœur. Mandela a aimé son pays, De Gaulle a aimé son pays, Delano Roosevelt a aimé son pays. Autrement dit, vous reconnaissez cette particularité de la jeunesse congolaise. Vous n'êtes pas sans savoir que dans l'arène politique, on ne se fait pas des cadeaux. Il faut mériter. Mais je comprends que vous reconnaissez cette limite de la jeunesse congolaise, que la jeunesse congolaise n'est pas toujours à la hauteur des enjeux, n'est pas toujours au rendez-vous. Vous avez été infiltré par ces vieux que je vois régulièrement passer sur votre plateau. C'est eux qui vous ont mis ces éléments de langage. Leur démarche, vous savez, l'ancienne classe politique... Non, c'est un échange. Vous l'avez reconnu. L'ancienne classe politique a un mérite. C'est sorti de votre bouche que la jeunesse congolaise est incompétente. Laissez-moi vous recadrer alors. Elle est beaucoup plus dans des distractions. Ça, c'est vous qui le dites. Lumumba était jeune, il n'était pas dans la distraction. Mobutu aussi était jeune. Avec ses parlementaires, était jeune, il n'était pas dans la distraction. Joseph Kabila est arrivé, il était jeune, il nous a offert 2 cycles électoraux dans ce pays, une première. Mais pourquoi ce président jeune? Je vous parle là de jeunes. Lorsque Kimbangu s'est révolté, il n'était pas vieux, il était jeune. L'histoire de ce pays a une dimension prophétique avec la jeunesse. Nous disons que plus que jamais, la population congolaise est jeune. Cela est un signe. Nous devons rendre le pouvoir à la jeunesse. Elle ne sera pas seule, mais jeunesse veut dire aussi nouveauté. D'où je vous parle de nouveaux visages. Je veux dire par là que le mérite de l'ancienne classe politique, c'est qu'elle n'est pas naïve. Comment 10% de la population embrigade le pouvoir au reste de la population? Ça, c'est de la magie. Ça, c'est une astuce. Le deuxième mérite de l'ancienne classe politique, c'est qu'elle a vu venir l'arrivée de la jeunesse. C'est une réalité africaine. L'Afrique se rajeunit. Pas pour aujourd'hui, pour les 30, 40 années qui vont venir. Les politiques doivent pouvoir se rejoindre la cible. Et la cible, c'est la jeunesse. Nous disons que ce sont cette même classe politique qui distribue les diplômes d'État. Il n'y a plus de 50%. Il n'y a plus de chèques. Tout le monde réussit. Et c'est la même classe politique qui prend ces finalistes, qui les expose à la chaîne nationale, des finalistes incapables de parler français. Dans quel but? Dans le but de pouvoir montrer justement, dans le but de pouvoir vous convaincre que la jeunesse n'est pas prête. Je vous dirais que la jeunesse de ce pays est prête. Elle fera d'abord sa première... elle vous montrera sa première compétence, celle de sanctionner l'ancienne classe politique. Nous avons dit à la jeunesse le jour des élections, le jour de la fête électorale, le jour de la révolution électorale, venez avec votre bulletin de vote et sanctionnez l'ancienne classe politique.
libérer ce pays de l'ancienne classe politique. Le défi de cette génération est d'offrir à ce pays un nouveau personnel politique. Comme Lumumba nous a offert l'indépendance, Mobutu la dignité, Lumumba la démocratie, Joseph Kabila les élections, Mouzé nous a libérés de Mobutu. La jeunesse d'aujourd'hui, celle de ma génération, celle de mes contemporains, a comme mission principale, et ne doit pas la nier et plutôt la servir, celle de libérer ce pays de l'ancienne classe politique. Mais Brandon Midak, vous n'avez pas l'impression que vous prêchez dans les déserts? Ça fait longtemps que vous tenez ces discours-là, mais depuis, pour quel résultat? Mais vous vous contredisez. Vous m'avez dit aujourd'hui que les chantres et les évangélistes du renouvellement font légion. Lorsque j'ai commencé avec ce message, j'étais seul. Les gens m'ont condamné. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui en parle. Mais c'est une légende de prophètes des déserts. Jésus était seul, il a commencé seul. Il a impacté le monde. Ce message impacte et change les choses. Nous avons des feedbacks. Nous rencontrons les Congolais, nous les entendons. Vous avez écrit à l'honorable président de l'Assemblée nationale, mais c'est resté lettre morte. J'ai offert au président de l'Assemblée nationale l'immortalité. Du Sénat. Du Sénat, excusez-moi, l'immortalité. J'ai proposé au sénateur Kengo, figure de proue de l'ancienne classe politique, de parrainer le processus de renouvellement de la classe politique, d'écrire ses mémoires, de se retirer de la vie politique en guise d'exemple, parce qu'il fallait questionner la notion de retraite politique. Quand est-ce qu'il fallait s'arrêter? Nous avons proposé au sénateur qui vient d'être le premier. Il a tout réussi, il n'a plus rien à prouver. Nous l'avons demandé de pouvoir capitaliser son temps dans la rédaction de ses mémoires, de pouvoir léguer aux générations futures, vous qui parlez de formation, ces mémoires, ces balises politiques. Mais l'honorable sénateur vous a superbement ignoré. L'honorable sénateur m'a répondu en nous disant qu'il allait publier son testament politique au mois de décembre. Nous avons laissé passer le mois de décembre, nous avons laissé passer le mois de janvier pour qu'il n'y ait pas de prétexte. Et en ce mois de février, nous allons revenir et lui demander, nous allons dire au sénateur Kengo que la promesse est une dette. On ne ment pas au peuple, on ne ment pas à la postérité. Nous attendons toujours son testament politique. Nous pouvons ici ajouter une bémol. Session extraordinaire oblige, personne ne l'a attendu. Nous mettons peut-être cela sous le retard de la publication de son testament sur le compte de la session extraordinaire. C'est un homme d'État, il devait assumer ses responsabilités. Mais nous rappelons ici avec tout respect et toute sympathie au sénateur Kengo que les générations futures attendent ses mémoires. Pas le seul, ils attendent les mémoires de Hérodia, attendent les mémoires du sénateur Hérodia, ils attendent les mémoires du sénateur du président Joseph Kabila qui va bientôt céder. Nous voulons savoir, c'est 17 ans, qu'est-ce qui s'est passé. Nous attendons les mémoires aussi de tous ces hommes politiques. L'honorable Kengo, d'après vous, c'est le symbole même de cette ancienne classe politique. Bien sûr, le meilleur d'entre eux. C'est pour moi un modèle. Le sénateur Kengo a connu les échecs, il a connu la victoire, il a connu les défaites, il a connu l'exil. Le sénateur Kengo revient d'exil et rafle le perchoir du Sénat. Non, se retire. Vous tirez nous avons dit que la retraite politique n'est pas un déméritard. C'est la conclusion d'une vie réussie. Nous avons dit que le sénateur Kengo sera plus pertinent parce qu'on parle ici de préparer la jeunesse à travers des conférences à l'intention de cette nouvelle génération, sur son début, sur ses échecs, sur sa réussite. Vous savez, vous dites que préparer la jeunesse, c'est quoi? C'est pas l'amener à l'école. L'éducation, elle est plus conventionnelle. L'éducation, elle est typique. Des témoignages d'un homme comme Mende Malanga sur sa vie politique sont plus percutants que Sciences Po. Des témoignages et la particularité de la vie de Kengo sont percutants. Si le président Joseph Kabila aujourd'hui nous dresse les secrets de son parcours à la présidence, c'est plus percutant. La jeunesse, 17 ans de règne. Bien sûr, nous pleurons aujourd'hui le patriarche Etienne Tshisekedi qui est parti sans nous léguer des balises, sans nous léguer ses mémoires. On nous a dit que le patriarche Tshisekedi avait été marqué du fer à l'époque de l'UDPS. Mais qui l'a vu? Nous avons des comptes à rendre nous aussi à notre génération. Est-ce que c'était vrai? J'invite ici son fils qui
l'a rejoint dans ce combat pour la démocratie, et Félix Tshisekedi, s'il garde en lui encore les mémoires de son père, de pouvoir les publier pour le bien-être de toutes des générations futures. Nous voulons connaître les craintes, les peurs, ce que pensait l'intimité de ce qu'a été ce grand homme, Étienne Tshisekedi. Et tant d'autres. Nous avons invité, il faut prendre ici la démarche que nous faisons à l'intention du sénateur Kengo, comme étant juste un symbole. Nous lançons un message à toute l'ancienne classe politique. La jeunesse a plus besoin de vos mémoires, de votre autobiographie sur la vie du Congo. Et nous reconnaissons qu'il n'est pas facile d'être le Congo. Nous ne sommes pas une génération qui va venir avec de la démagogie, même si déjà nous avons commencé à souhaiter le remplacement de l'hymne national, même si dans les 50 promesses de la nouvelle génération politique, les 50 promesses de la nouvelle classe politique, que nous allons publier bientôt, nous avons estimé que pour que l'économie congolaise se porte mieux, il faut que la RDC puisse payer sa dîme. Nous avons proposé une cinquantaine de réformes que nous allons soumettre au candidat président le plus proche de nos aspirations, qui aura le profil qui rencontrera le plus nos aspirations, pas nécessairement en âge, mais en termes de méthode, en termes de mentalité. Nous voulons de nouveaux rêves pour ce pays, de nouveaux espoirs, une nouvelle façon de voir le Congo. Alors, l'un des tremplins ou l'un des canaux pour accéder au pouvoir, ce sont les partis politiques, mais dans votre combat, vous êtes contre les ligues des jeunes au sein des partis politiques. Mais les ligues des jeunes ne sont pas des partis politiques. Je ne suis pas contre les ligues des jeunes. Ce sont des structures organisées au sein des partis politiques. J'ai vu... Bana Ekodim. Bana Ekodim, bakotara kil tete. Batikara na Ekodim puna. Mate abayebi angote. Bana Ekodim, je ne suis même pas pasteur. Naebi ça ba frère de douleur nanga oya Ekodim politique actuel. C'est des Ekodim politiques, sont ces ligues des jeunes. Je n'aimerais pas m'attarder ici parce que j'ai constaté que la jeunesse s'est décidée. Ils ont honte, de plus en plus honte de se présenter. Alors dans ces cas, vous serez aussi contre les ligues des mamans. Ils ont de plus, absolument. Ouais. Nous avons dit que les ligues sont arrivées en politique parce que les jeunes sont arrivés tardivement en politique. Les femmes sont arrivées tardivement en politique. Il fallait des structures pour les accueillir. Nous disons qu'au jour d'aujourd'hui, la tendance a tourné. Il y a plus aujourd'hui, parce qu'il y a plus de jeunes en politique, il y a plus de femmes en politique. La raison d'être des ligues des jeunes ne se justifie pas. Les défenseurs de ces ligues m'ont dit que ce sont des écoles politiques. Mais je leur ai dit, comment est-ce qu'une école politique... C'est une sorte de pépinière. Comment dans ces écoles politiques, le président des ligues est choisi, nommé et pas élu? Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à ces jeunes à se choisir des dirigeants dès la base? Pourquoi ces présidents sont choisis, sont les pires petits de ces vieux? Parce que nous avons dit aussi qu'en politique, lorsqu'un jeune est mis de l'avant, c'est un pire petit. Quelqu'un qui a une expérience professionnelle de porteur de mallette. Nous avons dit que la Ligue des jeunes, si elle veut continuer à exister, doit retrouver son naissance originelle qui était des écoles politiques. Mais nous disons, si c'est pour former la jeunesse, nous disons que si c'est pour former les nouveaux adhérents, parce que lorsqu'un jeune entre en politique, dans un parti politique, on le conduit vers la Ligue des jeunes. Lorsqu'un moins jeune y va, on le conduit vers les bureaux politiques et ailleurs. Nous disons qu'il ne sait pas que les jeunes qui arrivent dans les partis politiques sont nouvellement membres des partis politiques. Nous avons proposé, si c'est pour préparer, pour revenir à l'église, parce que j'ai appelé ces ligues des jeunes, ces orchestres d'applaudisseurs des Ekodim politiques. Nous disons que dans les mêmes églises, il y a des cours d'affermissement. Nous disons aux partis politiques de créer des universités d'été. Lorsque vous êtes dans une église et que vous n'êtes pas l'âge de l'Ekodim, à la fin du culte, on vous demande de vous lever, de rejoindre un frère qui vous parle de la vie de l'église, vous propose de pouvoir rejoindre une activité de l'église. Une sorte de malongui. Bien sûr, nous disons, même pas malongui, mais de l'affermissement. Hein, certes, vous entrez dans un parti politique nouvellement militant, il faut qu'on vous parle de la vision, qu'on vous parle de l'histoire. Qu'on vous endoctrine. Qu'on vous endoctrine, c'est légitime. Mais cela ne concerne pas que la jeunesse. Je n'aimerais pas m'attarder dessus, parce que nous avons... Ici, il faut que je vous dise pourquoi nous devons changer l'hymne national. Nous avons dit que l'hymne... Le debout congolais. Le debout congolais. C'est dépassé. Déjà, le debout congolais. Ouais. L'exclamation debout congolais sous-entend que nous sommes assis. Lorsque vous observez la situation politique, la situation de ce pays, nous sommes assis. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Signifie, sous-entend que nous n'avons pas encore bâti. Et nous disons ici, je mets les spirituels
à l'épreuve. Je mets les pasteurs en évidence. Je dis que spirituellement, lorsque vous déclarez au futur, vous renvoyez continuellement les effets au futur. Nous voulons aujourd'hui que l'hymne national soit révisité, qu'il soit plus déclaratif, qu'il soit chanté dans les langues nationales. Nous disons aujourd'hui qu'il doit être composé au présent. À l'instar du « Je vous salue Marie », à l'instar de notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est une prière millénaire qui est au présent et qui apporte aujourd'hui ses conséquences. Nous disons que je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous comprenez? Une prière au présent déclaratif. Nous voulons, parce que derrière toute nation, il y a une âme. L'hymne national construit l'âme de la nation. Nous disons que l'hymne national contribue à maintenir le Congolais encore au sol, l'empêche de décoller, parce qu'il ne nous porte pas, il ne nous transporte pas vers le Congo que nous voulons. Il doit être prospectif et pas être dans le contexte. Le père Boka, paix à son âme, a conçu ces hymnes en réalité des contextes. Lorsque vous parcourez la zaïroise, c'est par rapport au contexte, le debout congolais par rapport au contexte. Non, l'hymne national doit surpasser les contextes et aller vers le Congo de nos rêves. Donc nous nous levons contre... Nous lançons un plaidoyer lorsque nous aurons, lorsque la nouvelle génération politique aura pris le pouvoir, nous allons lancer un plaidoyer pour revisiter. Nous disons aussi qu'il doit être parlé en langue. Parce que l'hymne national, actuellement, il est récité en français, il réduit le champ d'action. Il faut avoir été à l'école pour pouvoir réciter convenablement l'hymne national. La majorité des populations n'est pas si éduquée que nous le pensons. Il faut pouvoir aller... Il suffit de faire circuler les micros. Mais nous le voyons. Rire aux éclats. Hein? Les Congolais récitent les sons. Mais nous disons que derrière chaque mot, il y a une puissance. Mais pour que vous puissiez rencontrer cette puissance, il faut pouvoir bien citer le mot et le comprendre. D'où nous invitons, et nous allons le faire lorsque nous allons accéder à l'espace de décision de ce pays, proposer comme en Afrique du Sud, que le prochain hymne national puisse être chanté dans les 4 langues. En Afrique du Sud, chaque couplet est chanté dans une langue nationale. Nous disons que après observation de la vie publique, toutes les grandes nations qui se sont démarquées sont des nations qui ont été fidèles à leur langue. Je vous parle de l'Allemagne, une langue minoritaire, peu populaire en Europe. Les Allemands ont gardé leur langue. Les Italiens, encore plus populaires. L'Espagne, ils nous ont prôné un monde planétaire, mais ils se sont cramponnés à leur langue. Nous disons que la France a gardé sa langue. Nous disons que les Américains, cousins des Anglais, ont refusé la langue de... l'anglais, une langue aussi élaborée pour se cramponner à l'américain par souci d'identité. Nous disons que nous devons retourner vers nos langues. Ici, je reviens encore à l'église. Les cantiques chantés dans nos langues sont plus percutants que les cantiques chantés dans dans la langue française. Dans la langue française dans laquelle, lorsque nous sommes devant Dieu, nous lui parlons, mais nous devons contrôler la syntaxe. Nous devons contrôler tout ça. Une langue qui nous vient de l'étranger. Une langue qui, à mon avis, nous a séparés de Dieu. Il y a une autre gymnastique qu'il faut faire au niveau de l'esprit. Et c'est encore plus difficile lorsqu'on prie en public. Il faut contrôler l'accent, il faut contrôler vous comprenez, c'est compliqué. J'invite le Congo. Il faut contrôler l'article. Nous sommes la génération qui va réconcilier le Congo avec sa culture, avec sa langue principalement. Nous pensons ici que toute nation, vous savez, nous avons dit ici, et c'est le lieu ici pour moi de souligner le caractère symbolique de cet endroit. Vous savez, dans tous les grands pays, ces pays sont parsemés de monuments. Des monuments dédiés à des grands hommes. Parce qu'en réalité, derrière toute grande nation, il y a des grands citoyens. Je défie les Congolais. Nous avons des héros que nous traînons depuis 50 ans. Où sont les héros d'aujourd'hui? Où sont ces Congolais citoyens qui vont se démarquer? Nous voulons ici, et nous allons, lorsque la nouvelle génération politique aura le pouvoir, sanctionner positivement ces Congolais, ce fonctionnaire de l'État qui a refusé la corruption, qui est mort pauvre, qui est mort dans la disette parce qu'il a refusé de se compromettre. Nous allons sanctionner ces Congolais positivement. Brandon Midagou, vous tenez un beau discours qui peut facilement séduire. Vous caressez la jeunesse dans les sens du poil, mais qui est derrière vous? Vos origines? Vous êtes de quel parti politique? Je suis un entrepreneur politique, je ne suis pas un homme politique. De quel bord? Indépendant, n'appartenant à aucun bord politique.
ni de la majorité, ni de l'opposition que je condamne pour son incapacité de conquérir le pouvoir, ni de la, majorité que je condamne pour son incapacité de léguer le pouvoir. Savez-vous que les gens qui nous suivent vous connaissent? Ils connaissent vos origines. Ils pensent me connaître. Ouais. Peut-être me connaître mieux que moi-même. Alors dites-nous, vous êtes... Qu'est-ce qu'ils connaissent? Pour qui vous roulez? Mais apparemment, vous voulez que je roule pour quelqu'un? Bien sûr. Apparemment, j'aimerais être clair ici. Ouais. Comme tout citoyen de la République, comme tout électeur, à 2 reprises, j'ai exercé mon droit de vote. Et lors de cette... Jusque-là, vous avez porté un masque. Lors de cet exercice, j'ai donné à 2 reprises ma voix au président de la République, Joseph Kabila. Que je ne regrette pas, en tant que tout citoyen. Mais cela ne fait pas de moi un homme, quelqu'un de la... Vous regrettez ces choix, 17 ans après? Non, jamais. Cela ne... Et si c'était à refaire, vous les référez? Malheureusement, il n'est plus candidat. Non, si c'était à refaire. Bien sûr. Vous les référez? Bien sûr, ma logique... Vous voterez Joseph Kabila à 2 reprises? Ma logique est la même. Mon combat pour le renouvellement, mon combat pour des nouveaux visages et des nouvelles méthodes. Vous comprenez un peu? Alors, laissez-moi Je voudrais dire que je ne suis pas kabiliste. Pourquoi? Ouais. Le kabiliste est celui qui a voté et soutenu le président Joseph Kabila en attendant quelque chose. Lorsqu'il ne l'a pas, il se retrouve dans l'opposition ou dans le G7. Dans cette ville, vous avez organisé de grandes manifestations en faveur de Joseph Kabila. Je viens de vous le dire. Vous semblez avoir une mémoire courte. Je viens de vous le dire. Oui. Je viens de vous Mais le dire. ce n'était pas en espérant quelque chose à l'époque. Vous m'avez dit ici, vous êtes dans quel parti politique? Oui. Ce que vous dites ne contredit pas ce que je l'ai dit. Tout Congolais, le président de la République a été élu avec des millions de voix. Cela sous-entend que tous ces millions de Congolais qui allaient aux urnes, sensibiliser dans leur maison, sensibiliser leur famille et chemin faisant jusqu'au bureau de vote, sensibiliser pour leurs candidats. Tous les citoyens de ce pays ont quelque part fait campagne pour leurs candidats. Cela ne fait pas de nous, ceux qui ont voté Étienne Tshisekedi ne sont pas de l'UDPS. D'ailleurs, c'était l'objet de ma démarche. Nous avons dit ici que les candidats, et il faut, je le dis pour ceux qui arrivent, pour les échéances qui arrivent, les candidats ne sont pas la propriété des militants, que la victoire électorale ne se fait pas sur les militants mais sur les sympathisants. Tous ces Congolais qui ne sont pas... Vous savez, le plus grand parti politique de ce pays a tout cassé 100 000 cartes d'électeurs, 100 000 adhérents. Mais la victoire se fait à coup de millions de votes. Tous les candidats, tous les électeurs ne sont pas des militants. Le dauphin du président Joseph Kabila sera connu au mois de juillet. Décidément, le processus devient irréversible. Moi, je n'ai jamais douté. Oui. Je n'ai jamais douté en la volonté du chef de l'État de respecter la Constitution. Il y a des Congolais qui attendent encore une déclaration formelle. Nous lisons entre les lignes. J'ai parcouru la loi électorale. Elle nous renseignait déjà sur la volonté de l'actuel président de se retirer. La récente modification des statuts nous a renseigné sur la volonté du chef d'État de respecter la Constitution. Mais à l'issue de sa dernière sortie médiatique... Les doutes persistent. Non, pour vous. Non, pour beaucoup. Nous avons lu entre les lignes et nous sommes convaincus que le chef de l'État va respecter la Constitution. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État est fin mandat. Il ne devrait plus focaliser l'attention des Congolais. Nous devons aujourd'hui nous focaliser sur le dauphin qui arrivera. Nous devons, sur le profil... Je n'aime pas dire dauphin parce que ce mot est réducteur. Je préfère dire le successeur du président Joseph Kabila. Je préfère parler du candidat de la majorité présidentielle. Et nous invitons la majorité présidentielle, à l'instar de l'opposition, à mettre tout en œuvre pour pouvoir, d'un côté, conquérir le pouvoir, l'opposition, de l'autre côté, le conserver. Cela est légitime. Il est légitime des deux côtés de pouvoir le conserver. Mais nous disons à la majorité présidentielle de pouvoir tirer le dauphin dans la nouvelle dynamique, ce qui est de renouvellement, qu'il soit jeune ou pas, qu'il incarne ce renouvellement. Le renouvellement n'est pas porté uniquement que par les jeunes. Il peut y avoir un citoyen moins jeune qui vient avec de nouvelles idées, de nouveaux rêves, un nouvel esprit, nous conduit dans une nouvelle direction, bref, un nouvel esprit. Donc nous invitons la majorité comme à l'opposition de pouvoir nous sortir des candidats qui pourraient répondre aux rêves et à la volonté actuelle des populations, celle de tourner la page et renvoyer à la poubelle de l'histoire cette ancienne classe politique déphasée et
et médiocre. Les téléspectateurs vont nous en vouloir si on n'abordait pas cette question, les relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Il faut dire qu'en ce moment, il y a une sorte des intercelles en l'air. Absolument, nous disons que la classe politique actuelle a fait ce qu'elle peut faire. C'est une erreur a fait ce qu'elle peut faire. La nouvelle génération politique. C'est bras de fer entre cette nouvelle génération politique que je représente va réconcilier le Congo et la Belgique. Nous n'allons pas. Va réconcilier, c'est officiel ça. Bien sûr. Donc pour le moment, les carottes sont cuites, les mal les faits. Je ne le fais pas dire. Hein? Les carottes ne sont pas cuites, mais il y a une tension entre les relations. Nous allons réconcilier le Congo avec le Rwanda, avec ses voisins, avec les États-Unis, avec la France, parce que nous sommes une génération distante de la colonisation. Nous n'avons pas en nous cette rancœur, cette frustration, ces stigmates. Nous sommes de la nouvelle génération. Nous, avec on n'a pas connu les fous. Nous et les Belges, aujourd'hui, nous avons étudié ensemble, nous partageons les mêmes valeurs. Nous disons que la nature des relations du Congo avec ses partenaires dépend aussi de la nature de la classe politique, qui est encore dans ses rancunes. Nous sommes loin de tout ça. Nous allons réconcilier ce pays avec ses partenaires. Nous allons réconcilier le Congo avec Brazzaville. Nous allons passer des relations hypocrites, mais cette escalade des relations hypocrites à des relations sincères. Nous disons que pour revenir, là il faut revenir dans la dimension politique. Oui. La RDC veut... Avons-nous quelque chose à perdre? La RDC veut se faire respecter de ses partenaires. Le respect, la dignité. Lorsque nous disons ici que nous allons réconcilier, nous, nouvelle génération politique, le Congo avec la Belgique, nous ne disons pas que nous allons laisser la Belgique nous marcher sur les pieds. Mais nous allons rétablir des relations d'égal à égal. Si le gouvernement estime ici... Les principes sacro-saints de l'égalité absolument, entre États. Le respect sans condition de la souveraineté nationale, le respect sans condition de l'identité des Congolais, le respect sans condition du Congolais. Autrement dit, Kinshasa n'a pas tort de prendre les mesures de cette nature. D'un côté, Kinshasa n'a pas tort, mais lorsque je fais une analyse dans une classe politique, je ne me base pas sur... Maintenant, c'est toute une étude de lendemain des indépendances jusqu'à aujourd'hui. Les relations avec la Belgique sont, à mon avis, les relations d'un couple séparé dont l'un continuait à aimer l'autre, mais l'autre a décidé de pouvoir partir. Nous disons un conflit de ménage, en fait. Bien sûr, dans lequel nous n'entrerons pas. Oui. Nous allons tourner le dos à cette ancienne classe politique et nous allons nous réconcilier. Nous allons nous créer une nouvelle alliance avec la Belgique et les partenaires. Parce que nous n'allons pas cracher sur le rôle de la Belgique en RDC. Nous estimons que la Belgique a un rôle pertinent, mais nous pensons aussi que quelquefois, la Belgique perd le sens du réalisme et ne veut pas se rendre compte que les choses ont changé. Nous disons à la Belgique que les Congolais ne sont plus les mêmes. Ils n'ont pas été fouettés par les colons. Ils ne sont pas fils d'esclaves. Ils sont fils de Congolais indépendants grâce à Lumumba. Nous sommes cette génération venue des Congolais indépendants. Nous sommes décomplexés. Nous sommes libérés de la rancœur et nous allons nous réconcilier avec le monde. Pour terminer, j'aimerais dire aux Congolais que le Congo ne nous doit rien. Nous lui devons tout. Notre nationalité, nos enfants, nos diplômes, notre richesse, notre fierté. Je veux dire aux Congolais que la terre congolaise ne nous appartient pas. C'est elle qui nous possède. Où sont Lumumba? Où sont tous nos héros? Ils sont dans la terre congolaise. La terre nous possède. Elle nous récupérera au moment voulu. Tous ces Congolais qui pensent que le Congo leur appartient, que cette terre leur appartient, font fausse route. Merci d'avoir été là. Mais on ne peut pas se séparer sans que vous laissiez vos empreintes dans ces précieux documents. Brandon Midagou, merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère que vous avez convaincu. Je vous invite à rejoindre notre lutte, qui est la lutte de votre génération. Merci. On vous libère. Au revoir. D'après Brandon Midagou, le renouvellement de la classe politique congolaise n'est pas forcément le rajeunissement de la classe politique congolaise, mais c'est plutôt l'éclosion des nouveaux visages dans l'échiquier politique national. Messieurs et dames, au plaisir de vous retrouver dans un nouvel épisode de votre magazine Enjeu. Au revoir.
Merci.